Donc là, on se retrouve désormais avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc Olivier, il est consultant en excellence opérationnelle au sein de Manufacturing Transformation. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Olivier? Alors, je vais vous parler un petit peu plus en détail de tout ça au cours de la présentation. Mais aujourd'hui, on va parler ensemble de Next Step, qui est un modèle qu'on a développé. Merci. Qu'on a développé et qui est le sujet principal qu'on aborde lors de nos masterclass. Celui qu'on développera aussi un peu plus tard. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser quelques questions. Et en fait, c'est des questions qui viennent de nos clients, qui nous posaient il y a déjà quelques années de ça, qui ne tournent pas autour des outils et auxquelles on n'avait pas forcément de réponse, ou en tout cas pas de réponse structurée il y a de ça quelques années. Et donc du coup, on a développé le modèle Next Step pour ça. Si ces questions vous disent quelque chose, si ça vous rappelle des choses, c'est que cette présentation est faite pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que la complexité augmente et que le bon sens ne suffit plus pour gérer votre entreprise? Est-ce que vous souhaitez que votre processus de production soit plus efficace? Et quand je dis processus de production, je ne veux pas dire juste l'usinage, vraiment au sens global. Est-ce que vous pensez que les méthodes de la grande série ne s'appliquent pas à votre atelier d'usinage? Vous avez peut-être essayé de mettre en place des choses et vous avez vu que ça ne collait pas forcément. Et si je vous demande aujourd'hui combien de temps vous perdez sur vos CN, est-ce que vous êtes capable de me donner un chiffre précis ou il va falloir faire quelque chose d'estimé? Est-ce que vous savez combien d'argent vous gaspillez dans votre atelier? Et déjà, si on liste les coûts, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup de coûts différents et que c'est difficile d'appréhender ça régulièrement. Faites peut-être un bilan mensuel ou à la fin de l'année, mais c'est vraiment difficile d'avoir une réponse directe à propos de ça. Est-ce que vous savez combien de pièces finissent à la poubelle? Pareil, pas une estimation, mais un chiffre précis et combien ça coûte. Et si vous avez envie de vous améliorer et de changer les choses, est-ce que vous savez par où commencer? Donc si ça vous dit quelque chose, c'est vraiment que cette présentation est faite pour vous, parce que c'est exactement de ça qu'on va parler. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est pourquoi, du coup, on a créé Next Step, et on va parler de l'éléphant dans la pièce, de la chose dont on ne parle jamais. Et pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux tout ça, je vais juste rappeler une évolution de l'industrie. La phrase que vous voyez sur l'écran maintenant, c'est quelque chose qui a été dit par notre président, Fredrik Vegarden, en début d'année, donc en janvier, même avant le corona, et qu'il a sûrement dit avant encore. C'est « Any shape in a day, sustainable in every way ». C'est que n'importe quelle forme qu'on doive produire, il faut qu'on puisse la produire en une journée et de manière durable. Et quand on dit durable, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire évidemment de manière écologique, mais aussi de manière profitable, sur la durée, peu importe les perturbations. Et quand on dit perturbation, le Covid est un très bon exemple d'une perturbation qui n'était pas planifiée et qui est très importante. Donc ça, c'est le challenge de ce qu'on appelle le high mix low volume. Donc le high mix low volume, c'est la production en fait en petite série avec une grande variété de produits. Et vous allez entendre le thème revenir parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment spécifique à ça. Et en fait, c'est une transformation qu'on a aujourd'hui dans l'industrie où on va produire de plus en plus en petits lots et avec une plus grande variété de produits. Et si je peux me permettre, Olivier, oui. C'est un challenge qu'on retrouve un peu partout, ne serait-ce qu'ici à Bourges. Hier, David en a parlé. C'est aussi un sujet, même ici, qu'on est en plein dedans. Évidemment, c'est un besoin du client qui change. Les clients qui ont besoin de plus de customisation, ont besoin de choses sur mesure. Ils ont des besoins plus précis parce qu'eux aussi s'améliorent et affinent leurs besoins. Et en plus, comme on est en train de chasser, tout le monde chasse les coûts et du coup les coûts de stockage, etc. Et on fait des commandes qui sont plus petites mais plus fréquentes. Au lieu de commander 10 pièces, on va en commander une aujourd'hui, une la semaine prochaine, etc. etc. Et donc, c'est une tendance générale entre la customisation et le fait qu'on stocke moins à produire de manière, en high mix low volume, avec des plus petits lots et plus de variété de produits. Nouveau challenge auquel il faut s'adapter forcément. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à définir le high mix low, c'est difficile à définir le high mix low volume. Parce qu'on dit, bah oui, mais à partir de quelle taille de lot je suis à MX low volume? Et on a du mal à donner une réponse à ça, parce que ça dépend vraiment, il y a beaucoup de paramètres. Par contre, dans ce type de production, il y a d'autres choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Donc par exemple, on a l'autodisponibilité qui est en général très faible.
quand on compare à de la grande série, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas s'affoler, c'est quelque chose qui est vraiment typique de ce type de production. On a plus de changements de série, on a plus d'aléas, et forcément on a un taux de disponibilité des machines qui est plus faible. Donc là on met un exemple de 20%, mais c'est pour montrer que ça peut être faible. Ensuite, on a un planning qui est très erratique. On a beaucoup d'aléas. Forcément, on source des plus petites quantités, des pièces qu'on n'avait jamais faites avant, avec des nouveaux procédés. Donc forcément, il va y avoir plus d'aléas de production et il va être très difficile de livrer les clients à l'heure. On va amener beaucoup de complexité et du coup, pour gérer cette complexité, ça va être plus difficile. Et donc du coup, on va avoir du mal à livrer les clients à l'heure. Les coûts d'usinage vont représenter une plus petite partie du coût total. Parce que du coup, tout ce qu'on va avoir à faire en production va augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir plus d'administratifs, on va avoir plus de programmation, on va avoir plus de frais annexes, puisqu'on va faire des toutes petites séries. Donc on va pas pouvoir dispatcher le coût de la pièce sur tous ces frais administratifs annexes. Alors par exemple, si vous faites vos devis en vous basant principalement sur le coût de l'usinage, qui normalement est un coût vraiment majeur dans ces usines, puisque c'est les machines qui coûtent le plus d'argent, etc., ça va poser des problèmes. Et ensuite, le taux de non-conformité va être plus élevé. Vous faites des plus petites séries, alors forcément, il va y avoir plus de risques, vous allez faire plus de nouveaux produits, des choses plus complexes, donc il y a un risque plus élevé et vous allez faire plus de non-conformité. Et enfin, le point le plus important, ce qui va être très difficile, c'est de trouver et de garder des personnes qui sont formées, compétentes et motivées. C'est un type de production qui est différent et qui demande des compétences un peu différentes, d'être vraiment flexible, que ce soit au niveau des machines ou des problèmes qu'on va rencontrer, dans la gestion des problèmes, dans la prise d'initiative. Et aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, on en parle à chaque fois dans les masterclass. Le problème principal de nos clients, c'est de trouver les ressources adaptées à ces nouveaux types de production. Et donc du coup, si on parle de AMX au volume, le plus grand défi, et là c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, le truc dont on ne parle jamais, c'est le prix. Avoir un prix compétitif dans ce type de production, c'est vraiment, vraiment difficile. Si on prend, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, mais si on a un prix trop haut, évidemment, on va perdre des commandes au profit de nos compétiteurs. D'accord ? Si on a un prix trop bas, on va manger nos marges, on va perdre de l'argent, et si on le fait trop longtemps, on va couler la boîte. On va disparaître. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans cette gamme de prix qui correspond au marché, sans qu'on perde de l'argent. Sauf que, évidemment, nos compétiteurs s'améliorent. Donc eux, ils vont essayer de tirer, ils vont s'améliorer, ils vont avoir des coûts moindres, et ils vont tirer un petit peu cette limite de droite, là, sur l'écran. Vous allez voir qu'elle va descendre, et du coup, notre fenêtre de prix viable va réduire. Mais de l'autre côté, nos clients sont aussi plus exigeants. Ils nous demandent de livrer encore plus à l'heure, encore plus vite, avec une meilleure qualité. Et faire tout ça, ça a un coût. Donc ça va nous pousser aussi notre fenêtre de gauche. Ici, et on va avoir une fenêtre de prix viable qui est beaucoup plus petite. Vous comprenez le problème? On vient de parler d'un type de production qui était très très aléatoire. Et on a une fenêtre de prix qui est beaucoup plus petite. Donc forcément, on va avoir des aléas, et on va avoir un coup on va perdre de l'argent, un coup on va en gagner, et ça va être très très difficile à maîtriser. On a eu des cas de clients qui n'avaient pas changé grand chose dans leur production, parce que ça vient au fur et à mesure en fait. Ce changement de AMX low volume ne vient pas du jour au lendemain, ça vient progressivement, et quand on a des organisations qui sont organisées de manière assez traditionnelle, on en arrive justement à ne pas le voir arriver. Et du coup, quand on fait des devis, ça ne correspond plus. On dit, on fait la même chose, on a les mêmes clients, on a le même volume, tout se passe bien, et d'un coup, c'est plus viable. On perd de l'argent. Donc du coup, il faut travailler dans ces cas-là sur les trois. En fait, on ne peut pas travailler juste sur un, mais il faut diminuer les coûts de production. Il faut stabiliser les process pour être sûr de viser dans la fenêtre. Et puis, il faut augmenter la valeur pour le client, donc s'améliorer sur les différents points sur lesquels les clients sont sensibles. Bon, on a parlé justement de l'éléphant là, donc maintenant qu'est-ce que c'est que NextStep? NextStep, c'est quelque chose qui a été conçu autour de ça, autour de ce constat et de ce problème qu'avaient nos clients. Et donc du coup, c'est un modèle d'excellence pour la production en AMX low volume.
Donc c'est vraiment spécifique, mais c'est un problème vraiment actuel. Donc ça combine l'excellence opérationnelle, l'excellence de l'usinage, on reste quand même des experts en usinage, hein, et l'excellence des personnes. Et tout ça va ensemble pour justement s'améliorer en MX volume. On utilise des possibilités du big data. Aujourd'hui, on a de plus en plus de données et c'est vraiment clé dans l'amélioration de la production. Et donc du coup, on a plein de technologies qui vont autour de ça et qui permettent de nous aider. On parlera un peu d'Industrie 4.0 plus tard dans la présentation. C'est vraiment un point important aujourd'hui. Et on met, encore une fois, l'accent sur le rôle et l'importance des personnes. Même si on parle de digital, le digital est au service des personnes et il est important qu'on demande les bonnes choses justement de ces outils digitaux. Donc vous intervenez sur la partie usinage, mais pas que, vraiment dans la globalité du process de Exactement. fabrication, dans l'atelier. Si on se focalise que sur une chose et qu'on ne prend pas dans le problème global, on risque d'améliorer la mauvaise chose. Améliorer un process d'usinage pour améliorer un process d'usinage, si le goulot n'est pas à cet endroit-là dans la production, ça ne va pas servir à grand-chose. On va créer plus de problèmes. Ça répond à une partie des problématiques, mais pas la totalité. Il faut vraiment voir la globalité. Exactement. Et justement, là, tu nous parles de Next Step, mais quelle est la palette de compétences que vous êtes amené à développer, vous, au sein de votre service? Alors, c'est très varié, mais on va essayer de réduire ça à quelques catégories. Donc, la première, on parle toujours d'usinage. On est quand même des experts de l'usinage. Par contre, on va le prendre avec un angle différent. L'usinage pour le AMX low volume, ce n'est pas le même. Il faut être plus fiable et il faut être plus flexible. Donc on va se focaliser sur ces paramètres-là. On va former, on va accompagner, on va analyser. Et donc du coup, c'est vraiment sur ces problématiques-là pour le AMX low volume. L'organisation de la gestion de la production qui est aussi différente, du coup, avec des problématiques différentes, avec des priorités différentes, et avec des règles à respecter pour que justement ça ne devienne pas le chaos en production. On parle de digital, donc aujourd'hui on a beaucoup de données, il faut les exploiter, et ça passe par savoir utiliser justement ces données et ces outils. Donc c'est une compétence qu'on développe aussi. Tout le monde n'a pas la culture des données, et donc du coup c'est quelque chose qui est vraiment clé dans ce qu'on fait. Et le dernier point, c'est le leadership. Sous plein d'aspects, mais évidemment, il faut qu'on continue à accompagner nos personnes dans le développement des connaissances, parce que c'est quelque chose qui évolue en permanence, particulièrement dans le monde de l'usinage. Les compétences, c'est-à-dire savoir appliquer ces connaissances, c'est pas juste de la théorie, mais c'est aussi de la pratique. S'assurer qu'ils ont les bons équipements pour faire ça, parce que ça aussi, ça évolue. Et bien sûr, réussir à générer et à conserver un état d'esprit en accord avec tout ça. C'est important de nous refaire un peu comment vous développez les choses, etc. On a une meilleure compréhension. Mais du coup, comment est-ce que ça se traduit réellement dans l'atelier, tout ça? Alors, quand on commence ce genre à appliquer ce genre de modèle, la première chose qu'on fait, c'est d'analyser pour savoir où on en est. Où est-ce qu'on démarre? Parce que, évidemment, tout le monde a travaillé. Alors, on ne croit pas que tout le monde est resté dans son coin. Et du coup, les performances de toutes les entreprises sont différentes. Et les points forts et les points faibles de chaque entreprise est vraiment différent. Et on découvre plein de choses. Il y a des choses des fois qu'on n'a jamais vues. C'est vraiment génial d'aller chez nos clients. Mais on a réussi à diviser ça en trois niveaux. Le premier, les procédés et systèmes d'usinage, toujours au centre de l'atelier. Hein, on intervient que chez des clients qui font de l'usinage. Les systèmes de production et d'organisation. Donc là, on va évaluer beaucoup de choses autour des machines. Et là, c'est très large. Hein. On va de tout ce qui est devis jusqu'à la finance, même le packaging. On regarde vraiment tout. Et la dernière aspect, c'est les personnes. Comment elles sont managées, quelle est la motivation générale. On regarde mais vraiment beaucoup d'aspects et comment et justement quelle est la culture de données qu'on peut avoir dans l'entreprise, etc. Donc on va voir sur ces différents niveaux, on va chercher à faire certaines choses, à rendre par exemple pour les procédés et systèmes d'usage, on va essayer de le rendre plus fiable, plus prévisible, plus durable. Sur la partie système de production, là encore, alors on va essayer d'être plus fiable et plus durable,
mais on va essayer d'avoir un rythme, parce qu'en général, c'est assez saccadé quand on produit en AMX low volume. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de produits différents, mais conserver un rythme, savoir prédire justement la capacité qu'on a en production, savoir mesurer justement, malgré les aléas, tout ce qu'on peut faire en production. Et puis bien sûr, évaluer les connaissances, les compétences et faire des plans pour les développer à l'avenir. Quand on parle de tout ça, là, j'ai pas abordé plus que ça la partie industrie 4.0. L'industrie 4.0, on pense que c'est vraiment la réponse pour le AMX low volume. D'accord ? C'est vraiment un outil qui permet de tacler la plupart des problèmes qu'on peut avoir en AMX low volume. D'automatiser ou digitaliser certaines choses qui deviennent vraiment rébarbatives quand on a un grand nombre de commandes et quand on a un grand nombre de types de commandes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas brûler les étapes et si on digitalise quelque chose si on digitalise le chaos, on va avoir autant de chaos, voire plus. Donc la première étape pour nous, pour pouvoir aller vers l'industrie 4.0, c'est d'avoir une solide base d'excellence opérationnelle. Donc on commence toujours par là. Et ensuite, on peut digitaliser, une fois qu'on a des process qui sont décrits et standardisés, etc., et qui fonctionnent, on peut digitaliser, et là, ça emporte encore une couche d'amélioration. Et quand on a assez de ces briques numériques autour de ces améliorations-là, on peut parler d'industrie 4.0. Mais c'est vraiment, il ne faut pas brûler les étapes, parce que ça peut apporter plus de problèmes que de gains. Voilà. On a un événement phare, qu'on appelle la masterclass, et pendant laquelle on parle de tous ces sujets-là. On parle, donc ça tourne autour du next step, mais on parle du coup de ces nouveaux challenges, on parle des changements de l'industrie, on parle des compétences à avoir, on donne des outils pour faire ces évaluations. Donc c'est vraiment, alors c'est à destination des responsables de production et des directeurs de site, parce que c'est vraiment la vue globale. On parle de recrutement aussi, on parle de gestion des compétences, c'est vraiment très très large. Et on a une discussion ouverte avec un expert de ces sujets-là. Et entre personnes du même niveau aussi, puisque du coup, on a d'autres entreprises qui sont à côté, qui ont les mêmes problèmes que nous, et on peut vraiment discuter de ces choses-là. Alors le contenu, malgré le fait qu'il soit autour du next step, est très flexible, et en fonction des gens, c'est des petits groupes en général, on peut modifier un peu le contenu pour parler des sujets qui vous intéressent le plus. Donc c'est vraiment, pour commencer justement ce changement, c'est vraiment un très bon événement qui permet de mettre les idées au clair et de mettre un peu de structure autour de tout ça. Donc en fait, c'est un événement auquel les gens viennent avec leurs problématiques et on fait l'agenda autour de ça. Exactement. C'est pas vraiment un agenda qui est fixé et défini, c'est plus venez-vous avec vos problématiques et voilà. Ces problématiques-là, on va regarder ensemble comment y répondre et les différents impacts que cela a. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on faisait que en physique. Donc là, on n'a pas encore de date pour 2021 là-dessus, mais on va bientôt en créer une. Et on est en train de travailler à faire une version digitale aussi. Alors on verra en fonction de ce qui vous intéresse le plus, parce que c'est aussi intéressant de se rencontrer quand on fait ce genre d'événement-là. Mais on vous proposera bientôt quelque chose autour de la masterclass en France. Et justement, si je peux me permettre, à ce sujet-là, si voilà, vous voulez d'ores et déjà qu'on vous mette dans notre liste de diffusion et qu'on vous informe une fois qu'une date aura été choisie, n'hésitez pas à aller sur menti.com. On a justement donc, dans notre formulaire avec le code de la session, on a créé une question justement où si vous êtes intéressé, vous nous laissez vos coordonnées et on n'oubliera pas début d'année prochaine ou fin d'année à vous mettre dans notre boucle de communication pour vous tenir informé de ces dates-là. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler après du service et comment le service dont tu fais partie, comment est-ce que vous pouvez accompagner les clients aussi dans toute cette démarche? Exactement. Donc, c'est bien d'avoir créé un modèle et des principes et une structure, etc. Mais on voulait aller plus loin. Et donc, du coup, alors déjà, on se l'est appliqué à nous-mêmes dans nos sites. Et puis après, on dit on va aider nos clients à le faire. Et donc pour ça, on a mis en place une offre qui est assez large et qui permet justement de faire ces évaluations à différents niveaux. Ça va de l'évaluation de l'usure des outils jusqu'à l'évaluation complète de votre entreprise. De la formation, donc le classique step que vous connaissez qui est la formation autour des procédés d'usinage, mais la masterclass Next Step qui permet de passer justement toutes ces connaissances.
Et d'ailleurs, j'ai une petite une définition en fait de l'excellence opérationnelle qui vraiment correspond à ce qu'on fait quand on vient chez vous faire de l'évaluation ou du conseil. C'est l'excellence opérationnelle est le moment où chaque employé peut voir le flux de valeur pour le client et réparer ce flux de valeur lorsqu'il tombe en panne. Donc on parle vraiment de flexibilité, de prise d'initiative. C'est vraiment ce qu'on défend quand on vient faire ça. L'humain est vraiment au centre de ça. Et alors bien sûr, quand on met en place ce genre de choses, on parle des outils numériques, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin chez nos clients pour certains outils. Le même besoin qu'on a eu chez nous, en fait, dans nos usines. Et il se trouve qu'il y avait des solutions. Donc il y a des solutions qu'on a testées, certaines qu'on a gardées, d'autres qu'on n'a pas gardées, d'autres qu'on n'a pas trouvées et du coup qu'on a développées en interne. Et aujourd'hui, on a un panel de solutions qui est vraiment important autour du digital, que ce soit du suivi machine, de la gestion de stock, de l'identification d'outils. Mais on a aussi des logiciels pour aider au pré-réglage. On a même un jeu vidéo autour du Lean. Donc c'est vraiment très très vaste et ça répond à chaque fois à un besoin vraiment particulier qu'on a détecté chez nos clients ou dans nos propres usines. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui a été testé, qui a été utilisé et sur lequel on a vraiment un bon retour. Donc on a en complément de cette partie conseil la partie vraiment outils digitaux. Et comme on a eu l'expérience de la mise en place, on offre aussi du coup l'aide à la mise en place de ces outils-là. Voilà. On fait profiter de l'expérience qu'on a eue. Si je peux me permettre, c'est vraiment aussi voilà, un ensemble de solutions que vous êtes amené vraiment à faire évoluer aussi régulièrement au fil du temps pour aussi rester à la page et même en avance, j'ai envie de dire. Un exemple aussi, je crois savoir que vous avez fait pendant le confinement, vous avez aussi su vous adapter et des événements qui étaient prévus normalement en physique pour analyser les process, etc. chez les clients, vous avez réussi à le dupliquer de manière virtuelle, si je ne exactement. m'abuse. Alors évidemment, là, pendant ces derniers mois, il a été un peu plus complexe de se déplacer. Alors même si quand on fait des analyses, normalement, on fait des tours d'usine physiques, etc. et que c'est très basé sur le physique, le contact humain, etc. Là, on n'avait pas le choix. En l'occurrence, c'était un cas qui était en Chine. Et donc du coup, on a adapté toute notre méthode de travail pour pouvoir faire ça à distance. Donc au cas où on ne pourrait pas venir physiquement, on est capable aujourd'hui de faire un diagnostic complet d'une usine en virtuel. Voilà. On a su développer les outils et les compétences qui nous permettent de faire ça de la meilleure des manières, parce que forcément c'est vraiment différent. Il y a des choses qui nous manquent, on n'était pas habitués, c'est nouveau, mais aujourd'hui on sait le faire et on le refait sans problème. Et puis quelque chose aussi peut-être à noter, c'est que vous êtes une équipe internationale, mais intéressant quand même pour nous, équipe française, c'est que dans cette équipe internationale, elle a quand même un très grand accent francophone. Il y a à la fois toi, chance, Olivier, donc, qui était avant sur le site de Bourges, Mathieu Dassonville également, notre ancien directeur de production, Maxime Couta, Quentin Ardouin. Alors j'espère que j'en oublie pas, mais si, également Adrien Lejar. Voilà, un ensemble de personnes françaises. Donc encore une fois, pour vos analyses de production, il y a vraiment un intérêt parce que au moins c'est dans notre propre langue et je pense que la barrière de la langue au moins ne peut pas être un obstacle pour pouvoir faire appel à vos services. Alors, on intervient dans tous les pays, donc que ce soit aux États-Unis, en Asie, on a vraiment fait des cas un peu partout. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai une page avec les références. Mais du coup, en général, c'est vrai qu'on travaille en anglais, mais la chance qu'on a, c'est que dans notre équipe, on a beaucoup de Français quand même. Et donc du coup, quand on intervient en France, on peut se permettre de faire l'intervention complètement en français. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus pour le marché français, c'est qu'on a beaucoup de francophones. Donc du coup, si je devais résumer un petit peu là tout ce que je vous ai montré, on a parlé justement de cette transition vers le high mix of volume, des problèmes que ça apportait, des aléas, etc. Et du coup, du modèle qu'on a mis en place, et des services qu'on a mis en place, et des solutions qu'on a mises en place pour améliorer tout ça. Et donc dans le but d'augmenter le temps que vous passez à usiner, d'accord, d'arriver à livrer vos clients avec une meilleure qualité, que vous ayez des prix plus fiables. Donc c'est vraiment quelque chose qui est issu du besoin de nos clients et pour améliorer la compétitivité de nos clients, voilà, au-delà des outils. Voilà. Bien sûr, on a fait alors ce qu'on disait un peu partout dans le monde. Là, on a des exemples qui sont, alors il y en a beaucoup qui sont, on a Italie, Suède, Allemagne, on a aux Philippines, on a vraiment beaucoup de pays.
Hollande. Donc on est capable d'intervenir partout et sur différents sujets, parce que tout le monde n'est pas intéressé pour l'intégralité des sujets, etc. Et quand on fait quelque chose, on le fait vraiment avec l'optique d'entreprise, avec la stratégie de l'entreprise. On vise quelque chose qui en particulier intéresse l'entreprise. Parce que forcément, chaque industrie a un besoin très spécifique. Ils n'ont pas besoin d'améliorer les mêmes choses. Ils ont peut-être déjà fait du chemin dans sur certains points. Et donc du coup, c'est vraiment customisé pour nos clients. Voilà. Donc je vous invite à aller regarder toute cette offre sur notre site internet, manufacturingtransformation.io, ou à me contacter par email si vous voulez plus d'informations. Parfait. Bah, écoute, merci à toi Olivier. J'en profite, là je vois qu'on a 2 questions qui nous ont été posées, ouais. Donc on a encore 3 minutes pour y répondre, donc je pense que ça devrait le faire. Tout d'abord, pourquoi choisir Seco plutôt qu'un cabinet d'audit reconnu? Alors, c'est toujours le même problème. Il y a des cabinets qui existent, des grands cabinets, qui ont plutôt l'habitude d'aller dans les grands groupes, hein, d'accord, qui font plutôt de la grande série du coup. Mais surtout, nous, on est spécialistes de l'usinage. C'est-à-dire que tous ces grands cabinets d'audit, quand ils vont venir dans un atelier d'usinage, ils vont faire tout ce qui est autour de la machine, mais ils ne vont jamais s'aventurer dans la machine. Et éventuellement, ils vont nous appeler quand il y aura besoin de toucher juste à la partie usinage. Donc tout ce qu'on fait est appliqué aux entreprises qui sont dans l'usinage. De plus, par rapport à d'autres cabinets de conseil, on a des usines et on a déjà appliqué tout ça en interne. On a déjà beaucoup d'expérience, on a 80 ans d'expérience dans l'usinage. On a encore des usines qu'on fait tourner, donc on a beaucoup d'expérience et beaucoup de gens en interne pour aider sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est la principale raison. Après, on peut trouver en local des spécialistes sur un sujet, mais pas sur autant de sujets et aussi spécifiques que l'usinage. D'accord. Et par rapport donc à la masterclass, l'événement dont tu as parlé là tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats que vous êtes... Quels résultats avez-vous obtenus? La question c'est ça. Ouais. Alors c'est très, très variable parce que comme je disais tout à l'heure, c'est adapté aux clients. Donc ils ont besoin de choses très différentes. Il y en a qui vont se focaliser sur l'amélioration du lead time, il y en a qui vont se focaliser sur l'on-time delivery parce que c'est quelque chose qui est vraiment clé pour garder leur marché ou pour développer des nouveaux marchés. Donc du coup, c'est vraiment adapté à nos clients. Mais on n'a pas eu de cas où on n'avait pas atteint les gains. Il faut savoir que aujourd'hui, ce qui est le plus demandé, c'était plutôt la réduction des coûts. Et sur ces points-là, on peut estimer, si vous voulez un chiffre, qu'on a réussi à réduire de 5% à peu près les COGS, donc les coûts totaux de production. Donc c'est pas négligeable. Après, quand on le fait, il faut s'assurer justement de garder des performances ou d'améliorer les performances autour de ça et en production. Et donc du coup, c'est toujours ça qu'on fait. Donc quand on parle de ça, il faut voir qu'on ne réduit pas les coûts pour réduire les coûts. On le réduit en améliorant les performances. Voilà. D'accord, très bien. 11h44, alors je ne vois pas forcément d'autres questions pour le moment. Si jamais il y en a qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas. Toi Olivier, tu pourras aussi après y répondre de manière écrite, hein, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui vous viennent, voire même après a posteriori par email ou autre. Bien entendu, c'est pas parce que l'événement touche à sa fin qu'on ne reste plus disponible, ça reste aussi une opération de long terme, donc bien entendu, on reste à votre disposition. Et également cet après-midi à 17h10, tu seras également disponible si des personnes souhaitent rejoindre une réunion avec Olivier pour discuter de certains sujets qu'on a évoqués là, ou de manière plus générique sur qu'est-ce que Manufacturing Transformation, les solutions apportées, comment est-ce qu'on peut aider nos clients. Voilà, c'est une réunion libre, n'hésitez pas à 17h10, le lien est dans le chat, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous propose du coup désormais Voilà, 11h45, donc c'est la fin de notre événement. On a l'habitude, quand on fait des événements physiques, en théorie, de clôturer ça par une petite conclusion, histoire quand même de ne pas vous laisser partir comme ça, et puis de revenir sur certains points. Donc merci à toi Olivier, et puis je vous propose de passer à la clôture de cet événement.